Bienvenue à toutes et à tous pour cette séance numéro 3 du séminaire d'introduction à la démarche scientifique. Cette séance est enregistrée afin de vous permettre de suivre cet enseignement à distance. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par email si tel ou tel point ne serait pas clair. Cette modalité d'un séminaire enregistré n'est certes pas idéale, mais nous nous efforcerons de répondre rapidement à vos questions. Durant la séance précédente, nous avons étudié la phase de problématisation, soit la justification argumentative de la recherche qu'on propose, articulée autour d'une question de recherche. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la deuxième grande opération de notre démarche de sciences sociales. Il s'agit de l'élaboration des hypothèses. Vous avez probablement déjà réfléchi à des hypothèses lorsque vous avez pensé votre problématique. En fait, le travail de problématisation doit justement vous aider pour l'élaboration d'hypothèses. C'est en effet à partir d'une problématique que vous pourrez les élaborer. Pour parvenir à les formuler correctement, vous allez devoir effectuer les tâches suivantes. Il vous faudra élaborer un cadre théorique spécifique. Avec la problématique, rappelez-vous, vous avez déjà dû cadrer théoriquement votre sujet. Ici, il faudra aller un peu plus loin encore. Ce travail supplémentaire tournera autour de ce qu'on appelle les concepts. En effet, c'est par le biais d'un travail de conceptualisation que le cadre théorique spécifique de votre recherche sera élaboré. Autrement dit, il s'agira de spécifier les concepts opératoires que vous utiliserez. Sur cette base, vous formulerez une hypothèse falsifiable et pertinente. En général, cette hypothèse va mettre en relation au moins deux concepts. Notez bien que l'exercice est en fait une prolongation de celui de la problématisation. Il n'y a rien de véritablement nouveau et on retrouve ces processus de va-et-vient typiques de toute démarche scientifique. Vos ingrédients sont ainsi toujours les mêmes. Il s'agit de consulter des écrits scientifiques et méthodologiques. Et ces ingrédients, vous les avez déjà travaillés à l'étape de la problématisation. La seule différence, c'est que vous en êtes un peu plus avancé dans les étapes de la démarche scientifique. Et donc, vous allez cette fois mobiliser ces ingrédients à des fins un peu différentes. Une démarche, fût-elle scientifique, renvoie avant tout à une manière d'atteindre un but. Pour la problématisation, vous avez mobilisé vos lectures théoriques et méthodologiques pour poser une question, pour délimiter un problème, et pour expliciter un certain nombre de concepts à un niveau assez général. L'objectif de la séance d'aujourd'hui est de voir ensemble en quoi l'élaboration des hypothèses diffère de la problématisation sur le plan des objectifs. Quelle que soit la discipline dans laquelle vous vous trouvez, les termes théorie, concept et hypothèse vont être récurrents. Comme beaucoup de choses, ils renvoient à certaines représentations dans le langage courant. Du coup, on pense généralement savoir de quoi il s'agit. Cependant, comme il est important que vous soyez familiarisé avec eux, il convient de s'attarder sur leur définition. C'est pourquoi nous allons voir plus en détail ces termes et comment ils s'articulent entre eux. Qu'est-ce qu'une théorie ? Pour Gingras, il s'agit, je cite, d'un moyen de donner un sens à nos connaissances. On peut la définir comme un ensemble de propositions logiquement reliées, encadrant un plus ou moins grand nombre de faits observés et formant un réseau de généralisation dont on peut dériver des explications pour un certain nombre de phénomènes sociaux. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette définition ? Eh bien, essentiellement l'idée que, dans la construction des connaissances, la théorie se trouve à un niveau relativement haut en généralité. Mais du coup, et cela va de pair, la théorie est également très abstraite. On retrouve une telle dimension chez d'autres auteurs. C'est le cas de Corbetta, dans le texte méthodologique que nous avons placé sur Chamillot. L'auteur y donne une définition de la théorie fortement liée à une approche quantitative de la recherche. En page 60, il définit la théorie comme étant un ensemble cohérent de propositions d'un niveau d'abstraction et de généralisation bien plus haut que les éléments empiriques, mais qui en est dérivé, et à partir duquel les projections empiriques peuvent être faites. Le dernier élément de cette définition fait clairement référence à l'approche hypothético-déductive. Dans cette approche, la théorie est utilisée pour construire un modèle théorique et formuler des hypothèses qui seront testées dans une deuxième partie de la recherche, après avoir construit également un design de recherche. Mais de toute manière, même à des degrés divers, tout travail d'élaboration d'hypothèses nécessite
de travailler avec la théorie. Prenez garde cependant. Une théorie n'est pas toujours annoncée comme telle. Rappelez-vous bien qu'une théorie est un ensemble d'énoncés cohérents, formulés à un niveau assez général et qui mobilisent des concepts. Du coup, il est courant que ces énoncés soient aussi repérés avec d'autres termes, comme par exemple perspective, approche, etc. Donc rappelez-vous bien que vous n'allez pas toujours tomber sur des théories dénommées comme telles. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de théorie? Alors, en général, dans les sciences humaines, on peut citer un certain nombre d'exemples, comme par exemple la théorie des champs de Pierre Bourdieu. Une société est composée de différents champs sociaux, champs économiques, champs politiques, champs culturels, etc. Et les individus vont occuper différentes places, vont s'insérer à différentes positions hiérarchiques en fonction de ces champs. Une autre théorie qu'on peut citer est la théorie du choix rationnel, ou théorie néoclassique. Dans cette théorie, l'individu prend des décisions en fonction d'un calcul, une balance entre coûts et bénéfices. Il agit selon une rationalité d'ordre économique. La théorie du contrat social peut se résumer rapidement en quelque chose qui traduit l'idée d'une société humaine et d'un État fondé sur un contrat liant tous leurs membres, en rupture avec un État précédent qu'on appelle un État de nature. La théorie de l'aliénation, chez Karl Marx, évoque la question par exemple, de l'aliénation du travailleur. Les individus, par exemple dans une société capitaliste, sont réduits à la dimension de force de travail exploitable et à rien d'autre. Les théories intersectionnelles traduisent la consubstantialité des différentes formes d'oppression et impliquent donc de prendre en considération les biais universalistes au profit d'un exercice plus poussé de mise en contexte. D'une manière générale, attention, il arrive qu'on parle de certaines choses sous forme de théorie. Et par exemple, même si on l'entend souvent dans les médias, il n'y a pas de théorie du genre. La raison est que ce genre, le genre, est un concept, un outil d'analyse et non une théorie. Si on revient plus spécifiquement sur la thématique de ce séminaire, donc les enjeux contemporains de la migration, là aussi, un certain nombre de théories ont été construites. Prenons par exemple les théories néoclassiques, dérivées de l'économie. Dans ces théories néoclassiques, qui se sont aussi intéressées à la migration, ces migrations sont lues comme une dynamique démarrant d'une situation d'inégalité au niveau mondial, mais tendant vers un rééquilibrage de ces inégalités. La personne migrante, dans ces théories, est lue comme un individu rationnel, qui va prendre la décision de migrer selon un calcul coût-bénéfice. Dans ce genre de théorie, le moteur de la migration, si l'on veut, il doit être trouvé chez les gens eux-mêmes. Une autre théorie qu'on peut évoquer est la théorie de l'investissement familial ou théorie de la nouvelle économie. Développée par quelqu'un comme Oded Stark dans les années 80, c'est aussi une théorie néoclassique économique, mais qui tente d'en corriger quelques faiblesses. La décision de migrer n'est plus seulement individuelle, mais familiale. C'est dans le contexte familial, avec des demandes et des attentes, que la décision de migrer d'une personne va être prise. Il se trouve que, encore une fois, le moteur de la migration, dans cette théorie, dans ces théories, c'est à chercher chez les gens eux-mêmes. Une autre théorie, à peu près de la même époque, ce sont les théories du marché du travail segmenté, qu'on va trouver chez quelqu'un, par exemple, comme Michael Pior, en 1979. Ces théories mettent en évidence des facteurs d'appel, en lien avec une demande de main-d'œuvre des pays industrialisés pour alimenter les secteurs professionnels dont les populations locales ne voudraient plus occuper. Il traduit donc une segmentation du marché du travail entre des secteurs valorisés localement et des secteurs dévalorisés, pour lesquels il faudra pourvoir en main-d'œuvre. Enfin, pour finir avec ces exemples, on peut citer la théorie des réseaux. C'est une théorie mésosociale. Elle se situe entre les grandes théories structurelles, qui parlent par exemple de la distribution du capital-travail inégal dans le monde, et les théories microsociales, qui décrivent une migration basée sur une décision individuelle ou familiale. Elle vise à comprendre les processus migratoires qui rendent possible la concentration de l'immigration dans certains pays de destination,
Pourquoi va-t-on dans certains pays pour migrer et pas dans d'autres? En outre, elle s'intéresse moins aux facteurs économiques qu'aux facteurs sociaux. Voilà un bref panel, de loin non exhaustif, de quelques théories que l'on trouve en sciences sociales. Je l'ai dit, des auteurs comme Corbetta définissent la théorie comme quelque chose de très abstrait et de très général. Toutefois, dans la construction de la connaissance, la théorie ainsi définie s'inscrit dans quelque chose d'encore plus général, le paradigme. Le paradigme renvoie à ces grands principes qui, tout au long de l'histoire des sciences, ont imprégné les pensées scientifiques. Thomas Kuhn écrit en préface de son ouvrage La structure des révolutions scientifiques que les paradigmes découlent de découvertes scientifiques universellement reconnues qui, pour un temps, fournissent à une communauté de chercheurs des problèmes types et des solutions. Fin de citation. Gingras ne dit pas autre chose lorsqu'il définit le paradigme comme un, je cite, ensemble de règles implicites ou explicites orientant la recherche scientifique en fournissant sur la base de connaissances généralement reconnues des façons de poser des problèmes, d'effectuer des recherches et de trouver des solutions. Un paradigme est, si l'on veut, une grande vision du monde, un grand schéma explicatif qui souvent englobe plusieurs théories et des séries entières de concepts. Différents paradigmes se sont traduits en grandes écoles de pensée, pouvant réunir beaucoup de scientifiques et parfois sur de très longues périodes. Par exemple, on peut citer le paradigme du genre, le paradigme de la lutte des classes, qu'on appelle aussi matérialisme historique, le paradigme néoclassique, où on va s'intéresser à l'utilité, à la rationalité économique et à la maximisation du profit. Le paradigme évolutionniste, c'est les théories de Darwin en sciences naturelles. Voilà quelques exemples parmi d'autres. Théorie et paradigme forment ainsi, d'une certaine manière, le sommet d'une échelle en termes de généralité, mais aussi d'abstraction. Or, en sciences sociales, mais aussi parfois en sciences naturelles, on s'intéresse à des phénomènes concrets. Ainsi, la migration, thème très vaste, peut se traduire en des parcours de vie qu'on souhaite étudier, en des rencontres et échanges culturels, en des opportunités économiques, mais aussi en des arsenaux législatifs, en des mesures politiques, des souffrances, des violences subies, en des phénomènes de marginalisation, etc., etc. On voit donc bien que, du niveau très abstrait de la théorie, il nous faut quelque chose qui nous permette de nous lier avec le monde empirique. Il nous faut quelque chose qui joue le rôle d'interface entre des théories abstraites et les réalités concrètes. C'est là qu'intervient le concept. Un concept est une catégorie de pensée qui vise à produire de la connaissance. Il résulte d'une construction abstraite, mais il est aussi un moyen de rendre compte d'un phénomène concret et de produire ainsi de la connaissance à son sujet. Un concept est une catégorie de pensée consolidée. Autrement dit, un concept devient réellement concept s'il a fait l'objet d'un travail de définition, de discussion scientifique au sein d'une ou de plusieurs disciplines. Ce processus de consolidation est ce qui permet de distinguer un concept d'une notion, ce qui n'implique pas que le concept en question ne puisse pas rester, en fin de compte, très vague et polysémique. Prenons un exemple pour illustrer cette distinction. La gentrification désigne le processus par lequel des résidents, par exemple d'un quartier d'une ville, sont remplacés par d'autres, plus aisés, dans des logements réhabilités. La gentrification est un concept, parce qu'il est le fruit de près de 40 ans de travaux et de débats, en géographie notamment. Par contre, quelque chose comme le malaise, un sentiment que l'on peut ressentir en plusieurs occasions, ne l'est pas. Il peut en revanche le devenir, si un travail académique de consolidation se fait autour de cette notion. Un concept est donc une catégorie de pensée, mais c'est aussi une sorte d'objet transitionnel dans le travail de recherche. Le concept est, d'une part, un instrument qui permet d'organiser le travail théorique, de sélectionner les investigations, a priori très nombreuses, sur lesquelles ouvre votre sujet de recherche. C'est la partie amont de la transition. En aval, le concept est ce qui permet, d'autre part, d'organiser votre démarche de recherche, le choix des méthodes d'analyse et des observables, en tant que matériaux ou en tant que données. Il doit donc fournir un moyen de traverser le monde de la théorie, de la méthodologie et de l'empirie. Le concept participe ainsi de ce rôle d'interface entre la théorie et le monde empirique. Pour cela, il faut l'opérationnaliser.
Comme je l'ai dit, un concept demeure encore abstrait. Du coup, les chercheurs doivent procéder à ce que l'on nomme l'opérationnalisation, c'est-à-dire la transformation des concepts abstraits en variables empiriques. On reviendra plus en détail sur ce point dans une séance ultérieure. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il convient déjà de faire une distinction importante entre deux formes de concepts en sciences. On a d'un côté ce qu'on appelle des concepts universels. Il s'agit de concepts très abstraits, à un tel point qu'ils ne peuvent être directement mesurables empiriquement. Prenons un exemple. En 1997, Eduardo Bonilla Silva publie dans la Revue américaine de sociologie un article où il remet en cause l'idée que les sciences sociales ont coutume de se faire sur le concept de racisme. Jusque-là, le racisme était lu essentiellement comme quelque chose d'idéologique, voire de pathologique, que l'on réduit par conséquent à la seule échelle individuelle. Pour lui, le racisme est certes idéologique, est certes une forme d'expression partagée par certains groupes et individus particuliers, mais ce n'est pas seulement une affaire d'idées. C'est aussi une question de structure sociale. Ainsi, Bonilla Silva définit un concept plus général de racisme, sous la forme du concept de systèmes sociaux racisés. Il vise à montrer en quoi les violences racistes ne sont pas uniquement le fruit d'idéologies ou d'individus, ne sont pas uniquement visibles sous forme de manifestations ou d'événements clairement assimilables en tant que tels, mais sont aussi systémiques, plus ordinaires, plus diffuses. Ce racisme systémique est ainsi un concept cherchant à rendre compte d'un phénomène général dans nos sociétés. Mais comme il s'agit d'un concept abstrait, renvoyant à des structures sociales, il ne se mesure pas directement. On a d'un autre côté les concepts particuliers. Eux sont en revanche plus tournés vers l'empirie. Ces concepts cherchent à couvrir un aspect plus spécifique du réel, dans le cadre d'une recherche. De manière plus simple que pour des concepts plus généraux, on va pouvoir les mobiliser par une hypothèse. Dans notre hypothèse, les concepts deviennent alors des causes ou facteurs qui ont des conséquences ou effets. Ces causes ou facteurs seront ce qu'on appelle des variables indépendantes, alors que les conséquences ou effets seront appelés les variables dépendantes. On voit donc que de tels concepts particuliers, un peu plus concrets, peuvent être directement opérationnalisables. Cela veut dire qu'on peut mesurer, observer les phénomènes empiriques couverts par ces concepts sur notre terrain de recherche. En prenant toujours l'exemple du racisme, des chercheurs ont défini le concept de racisme culturel. Il ne représente qu'une part du racisme structurel développé par Bonilla Silva. Mais contrairement à ce dernier, il peut être opérationnalisable plus facilement, en cherchant par exemple à le mesurer, au travers des préjugés négatifs à l'égard des traditions et des modes de vie des autres. On a vu le concept de racisme et différentes conceptualisations qui en ont découlé dans les sciences sociales. Mais on peut citer un grand nombre d'exemples de concepts différents. D'une manière générale, en sciences sociales, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le concept de genre. Dans un premier temps, ce concept a permis de dénaturaliser en partie le corps. Il a joué dans la distinction entre la matérialité du corps, le sexe, et tout ce qui est de l'ordre du social, dont les conséquences pourront être parfaitement indépendantes des réalités physiques. Par exemple, la division entre hommes et femmes devient avec ce concept quelque chose de l'ordre du construit social, du politique. Dans un deuxième temps, le genre est venu à conceptualiser le système de relations sociales qui produit les divisions. Il renvoie au principe d'organisation et d'établissement de normes et de droits inégaux. Mais en plus d'être diviseur, le genre illustre aussi un principe de domination. Il s'agit d'un concept général duquel ont été établis des concepts plus particuliers, par exemple le patriarcat, utilisé pour analyser comment le genre divise les populations et y institue des rapports de domination. Si on revient à notre thématique des migrations, là aussi, il existe plusieurs concepts. Si on va en citer qu'un, on peut citer celui de Elastic Migrant, qui caractérise en fait typiquement les frontaliers. Donc une forme de migration internationale, mais où il y a une attache très forte avec le pays d'origine, par exemple, typiquement au niveau de la profession, mais pas seulement. Ça peut être aussi le cadre familial et ce genre de choses. Récapitulons donc ce qu'on a vu jusqu'ici. On a les paradigmes au plus haut niveau d'abstraction.
Ces paradigmes, qu'on peut aussi appeler courants épistémologiques, contiennent un certain nombre de théories, elles-mêmes toujours très abstraites et générales. Ces théories s'appuient sur des concepts qui, une fois opérationnalisés, permettront de mettre en lien ces théories avec le monde empirique. Et c'est avec nos hypothèses que nous formulons cette mise en lien, qu'il s'agira de tester par la suite. Qu'est-ce qu'une hypothèse ? Une hypothèse est une réponse provisoire à la question de recherche. Si vous voulez, il s'agit d'une prédiction. Bien sûr, on ne prédit pas n'importe quoi et n'importe comment. Une hypothèse s'appuie toujours sur la théorie, qui donne les pistes sur la réponse attendue. La nature de la prédiction va en revanche différer selon l'approche scientifique que vous adoptez. Lorsque l'étude est de type hypothético-déductive, l'hypothèse prédit généralement une relation entre des variables. À ce titre, les hypothèses les plus courantes en sciences humaines sont les hypothèses dites de causalité. Celles-ci impliquent un lien de causalité entre des variables. Autrement dit, on a au moins une variable indépendante qui, lorsqu'elle change, entraîne un effet sur une variable dépendante. Lorsque l'étude est plutôt de type compréhensive, elle va davantage essayer de comprendre un phénomène particulier en profondeur, via un cas d'étude. L'approche est donc ici plus qualitative. Dans ce cas, les hypothèses vont poser une prédiction sur un processus. D'une certaine manière, vous aurez donc toujours des variables, mais celles-ci ne seront pas forcément mesurables quantitativement, et vous ne pourrez pas établir de relation de causalité entre elles. L'hypothèse sera compréhensive et sera testée par des méthodes qualitatives visant la compréhension des mécanismes propres au cas d'étude abordé. Je vais dans les slides qui suivent illustrer par des exemples cette différence. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que l'hypothèse est moins générale que la théorie. Elle opérationnalise les concepts en variables afin de soumettre l'hypothèse à un test empirique, ou de passer de catégories abstraites à une étude de cas concrets. Illustrons un peu plus le propos, en montrant qu'en fonction de l'approche et de la question que vous formulez sur un phénomène, les hypothèses vont être de nature différente. Admettons que notre question de recherche porte sur la relation entre deux situations, deux états d'un phénomène. Par exemple, dans une recherche sur le parcours d'études d'individus, on peut avoir une question du type « Existe-t-il un lien entre les ressources financières et la probabilité de devoir compléter les exigences d'un diplôme universitaire ?» Cette question s'inscrit dans une démarche plus comparative. On va comparer deux variables. Les ressources financières sont la variable indépendante et les chances de devoir compléter les exigences d'un diplôme universitaire sont la variable dépendante. L'hypothèse pourra postuler l'existence d'un lien de cause à effet entre un état de pauvreté et une nécessité accrue de devoir compléter les exigences d'un diplôme universitaire. On a donc ici une hypothèse de causalité. Il n'en sera pas de même si notre question de recherche est différente. Si par exemple elle interroge la nature du lien entre les jeunes et la société contemporaine, on s'intéresse alors à un processus, à un mécanisme, à une interrelation qu'il s'agira de rendre compte. L'hypothèse sera alors plus de type compréhensive. On ne va pas postuler une relation de cause à effet entre deux variables, mais on va chercher à comprendre en profondeur un cas d'étude particulier. Il cherchera alors à passer d'une catégorie abstraite, par exemple le concept de violence des jeunes, à l'étude d'un cas concret, comme par exemple les violences des banlieues françaises en 2005. L'hypothèse compréhensive postulera un processus de relation ou d'interrelation entre, pourquoi pas, cette violence des jeunes et l'abandon politique, social et infrastructurel des banlieues françaises. Ainsi, en sciences sociales et en fonction de notre question de recherche, on a donc le plus souvent deux sortes d'hypothèses. Les hypothèses de causalité et les hypothèses plus compréhensives. Commençons par les hypothèses de causalité. Comme je l'ai déjà dit auparavant, elles vont postuler un certain lien entre au moins deux variables. Comme le dit son nom, une variable est une composante d'une hypothèse qui varie. Dans les hypothèses de recherche simples, c'est probablement ce que vous allez faire, on retrouve deux variables. Une variable dépendante et une variable indépendante. La variable indépendante, je le rappelle, c'est le facteur explicatif, la cause. La variable dépendante
c'est ce qu'on cherche à expliquer, c'est l'effet. Lorsque vous écrivez une hypothèse de causalité, vous ne faites qu'expliciter la relation que vous vous attendez à retrouver entre les deux variables. Vous allez supposer une relation de causalité entre elles. Par relation de causalité, on qualifie la nature du lien, positif ou négatif, entre ces deux variables. Telle cause va produire tel effet. Par exemple, l'augmentation de A entraîne l'augmentation de B. La relation causale est dite, dans ce cas, positive. Par contre, si l'augmentation de A entraîne la diminution de B, la relation causale est dite négative. Voilà pour les hypothèses de causalité. Mais rappelez-vous que, en fonction du type de question de recherche que vous avez posé, il est aussi possible de formuler des hypothèses qui ne portent pas sur des relations causales. C'est le cas des hypothèses compréhensives, qui visent à rendre compte de processus, d'interrelation, de corrélation. Comme exemple, j'ai pris celui du travail de thèse de Julie de Dardel, géographe de l'Université de Genève et qui donne habituellement ce séminaire. Son travail de thèse est intitulé « Circulation internationale du modèle carcéral états-unien, impact en Colombie ». Dans votre travail de séminaire, vous aurez essentiellement une question de recherche. Mais dans les travaux plus conséquents, il est fréquent qu'il y ait plusieurs questions de recherche. Ici, comme exemple, j'ai pris la troisième question de recherche de son travail de thèse. Elle demande « Comment les prisonniers en Colombie réagissent-ils à l'implantation des nouveaux standards architecturaux et disciplinaires du modèle carcéral de sécurité maximale états-unien ?» Ici, on ne s'interroge pas sur l'existence d'un quelconque lien de causalité entre deux variables, mais sur un processus et sa compréhension, et les réactions de personnes en situation carcérale face à l'implémentation d'un nouveau standard. Pour répondre de manière provisoire à la question de recherche 3, Julie de Dardel pose l'hypothèse suivante. Les détenus soumis au nouveau régime carcéral colombien opposent à ce dernier des stratégies d'adaptation et de résistance individuelle et collective. Cette hypothèse vise la compréhension de l'expérience carcérale. Elle s'appuie sur les travaux d'Erwin Goffman qui ont remis en cause la conception de la prison comme un fait social total, c'est-à-dire qui contraint totalement les individus enfermés. Sans nier les logiques d'enfermement à l'œuvre, il s'agit de mettre en lumière l'individu détenu en tant qu'acteur social, possédant et mobilisant certaines compétences et certaines marges de manœuvre. De Dardel cherche également à identifier des corrélations entre cette capacité d'action et le statut de la personne détenue, en fonction du genre et en fonction du type de détention qu'elle subit. Voilà donc un exemple d'hypothèse compréhensive. Vous vous rappelez de la dernière séance où il s'agissait de savoir qu'est-ce qu'était une bonne question de recherche. Elle devait répondre à 3 critères, être claire, être faisable, être pertinente. Eh bien, pour formuler une bonne hypothèse, là aussi, c'est un peu la même idée. On a à nouveau des critères qu'il convient de respecter. Ils sont cette fois au nombre de 2. Le premier critère est la cohérence. Une hypothèse doit être cohérente avec la question de recherche. Une hypothèse est une réponse provisoire à la question. Cette réponse provisoire sera ensuite corroborée ou falsifiée lors des tests empiriques. Si vous donnez une hypothèse théorique, celle-ci doit être suffisamment générale pour pouvoir s'appliquer à un large nombre de cas, et pas seulement ceux que vous étudiez dans la recherche. A l'inverse, une hypothèse de travail, une hypothèse de recherche, doit être suffisamment précise pour notamment pouvoir articuler de manière détaillée la relation de cause à effet qui vous intéresse. Comme second critère, une hypothèse doit pouvoir être falsifiable. Une hypothèse est falsifiable si elle peut être soumise à des tests empiriques, qui pourront la corroborer ou la réfuter. Il y a 2 conditions pour qu'une hypothèse soit falsifiable. On doit pouvoir proposer une hypothèse inverse. Existe-t-il une proposition contraire ou un énoncé contraire? Est-ce que vous pouvez formuler l'hypothèse inverse? On doit en outre s'assurer que notre hypothèse peut être reproduite par d'autres. D'autres chercheurs peuvent-ils tester votre hypothèse dans un autre contexte, dans une autre étude? Dans une recherche complète que vous effectuez de bout en bout, il y a toujours un travail empirique et une analyse de terrain. Ce n'est qu'après avoir fait cette analyse qu'il est possible de confirmer ou non l'hypothèse. Cela veut dire qu'à la fin de l'analyse empirique, vous pouvez vous demander
est-ce que la réponse que vous aviez proposée à votre question de recherche est vérifiée empiriquement? Ce ne sera pas avant que vous pourrez répondre à cette question. Du coup, je vous donne dans cette slide quelques questions que vous pouvez vous poser pour savoir si, oui ou non, l'hypothèse que vous proposez tient la route. C'est une sorte de grille d'auto-évaluation. S'agit-il d'une réponse provisoire à ma question de recherche? Si vous répondez par l'affirmative à cette question, votre hypothèse est cohérente. Dérive-t-elle d'une théorie? Là aussi, si c'est oui, votre hypothèse est cohérente et s'insère dans votre cadre théorique. Est-elle falsifiable? Si vous répondez par oui, l'hypothèse peut être soumise à des tests empiriques qui la corroboreront ou la réfuteront. Dans le cas où vous suivez une approche hypothético-déductive, vous pouvez aussi vous demander si l'hypothèse est bien causale, et si cette hypothèse comprend, dans un cas simple, au moins une variable dépendante et une variable indépendante. Pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'on peut résumer de cette séance sur la théorisation qui peut vous être utile pour votre travail écrit? Dans votre travail écrit, vous allez devoir mettre en relation 3 éléments que vous imbriquerez et que vous présenterez par le biais d'un texte cohérent. Il s'agit des éléments théoriques, des concepts et des hypothèses. Pour que cette imbrication et cette présentation tiennent la route, soient pertinentes, il faut que vous soyez attentive à l'interrelation de ces 3 éléments entre eux. La théorie part d'un intérêt et de l'identification de problèmes sociaux, demandant une explication, que vous donnerez en suivant un cheminement de la découverte, en d'autres termes, en suivant une démarche scientifique. Donc, la théorie s'appuie souvent sur l'expérience et les connaissances préalables, même non exhaustives. On ne choisit pas une théorie par hasard, et on ne devrait pas faire ce choix de manière totalement découplée de l'expérience vécue et du monde social qui nous entoure, même dans une approche déductive. La théorie doit nous permettre de filtrer et d'organiser les informations, afin d'élaborer une problématique, donc de spécifier un problème et une question de recherche. La théorie permet de définir des concepts et choisir ultérieurement, durant le design de recherche, des indicateurs à mesurer sur le terrain. Enfin, la théorie permet la formulation d'hypothèses permettant de répondre à la question de recherche. Ces hypothèses, des réponses provisoires à la question de recherche, vont nous guider dans le cheminement de la preuve. Ce sont elles qu'il conviendra par l'analyse empirique de vérifier. Ainsi, la théorie est importante. Elle n'est jamais absente, même dans une approche inductive. Du point de vue de la problématique, on a vu qu'elle sert de filtre nous aidant à spécifier notre question de recherche et notre problème de recherche. La démarche scientifique, dans la phase de problématisation, vise donc cet objectif, précision et délimitation de la question de recherche et du problème de recherche. Aujourd'hui, on a vu que dans la phase d'élaboration des hypothèses, c'est-à-dire des réponses provisoires aux questions de recherche, la mobilisation de la théorie va viser essentiellement 2 buts. Le premier est la conceptualisation. Conceptualiser signifie créer un système de termes significatifs auquel on peut se référer de façon rigoureuse et non équivoque. C'est justement le cas des concepts de sciences sociales, qui sont des termes consolidés par le débat scientifique. Un concept est une construction abstraite, visant à rendre compte du réel. Mais rappelez-vous, car c'est important, qu'il s'agit toujours d'une construction qui implique une sélection d'éléments pertinents. Par exemple, si on revient aux différents concepts de racisme, comme le racisme culturel, il y en a d'autres, le racisme voilé, le racisme manifeste, etc., il faut se demander qu'est-ce que l'on a pris en compte pour les définir. Quelle réalité chacun de ces concepts couvre-t-il? Du coup, choisir un concept, c'est aussi se poser la question de la qualité de cette sélection et de sa pertinence pour le sujet qui nous intéresse. Un second but est la formulation d'hypothèses. Ces hypothèses vont avoir différents rôles à différentes étapes de la recherche. Dans une phase exploratoire, elles joueront le rôle de présomption par rapport à une relation ou un processus. On va postuler qu'il existe, par exemple, une relation entre, disons, une loi et une catégorie de population, et on va initier nos recherches exploratoires en conséquence. Dans la phase de problématisation, les hypothèses vont nous servir de fil conducteur dans nos efforts de précision et de délimitation. Après l'analyse des données empiriques,
ce que vous ne pourrez pas faire dans le cadre de ce séminaire puisque vous allez faire uniquement un projet de recherche. Vos observations vous permettront de soumettre les hypothèses à validation. Il est vraiment très important de noter que ces deux opérations, soit la conceptualisation et la formulation d'hypothèses, sont intrinsèquement liées. Il faut aussi bien retenir que la spécification des concepts et de la relation qui les lie, ainsi que la formulation des hypothèses, sont précisément des étapes qui vont construire le pont entre les théories très abstraites et le monde plus concret de l'empirie. Avant de terminer, nous vous proposons une petite mise en pratique. Comme exercice, vous allez vous référer au texte de Gauthier sur la structure de la preuve. En pages 137 et 138, vous trouvez le tableau 2, où l'auteur expose quelques exemples de questions de recherche qui supposent, dans leur formulation, une relation entre une variable indépendante et une variable dépendante. À l'aide de ces exemples, essayez de formuler une hypothèse répondant à la question de recherche. Formulez cette hypothèse de manière à ce qu'elle apporte une réponse provisoire à la question et qu'elle puisse être vérifiable empiriquement. Pour cela, il vous faut bien identifier quelle est la variable dépendante, quelle est la variable indépendante et le type de relation qui les relie. Puis, essayez de placer l'hypothèse que vous avez formulée dans un cadre théorique possible qui existe dans la littérature scientifique.